Bonjour à tous. Du coup, je vais vous faire une présentation sur le Digital Sound Processing and Computer Assisted Music. Hop, c'est bon. Du coup, je me présente, je m'appelle Thomas Camille. Je suis développeur full stack chez Talent Labs depuis fin août de cette année, et je suis développeur full stack depuis fin août de cette année aussi, du coup. Comme Aubin, moi, je faisais de la chimie avant. Je suis ingénieur chimiste à la base, puis je me suis reconverti, etc. Et maintenant, je suis chez Talent Labs. Je fais aussi beaucoup de musique à mes heures perdues. Ça fait beaucoup d'heures perdues sur la musique. En gros, pour faire un rapide historique, quand j'avais 15 ans, je me suis mis à faire de la guitare parce que c'était stylé et que j'avais envie de jouer Wonderwall sur la plage. C'est comme beaucoup de garçons de 15 ans. Et en fait, je me suis très rapidement mis après à la basse. C'est ça qui a vraiment déclenché beaucoup de musique. Donc, j'ai fait de la basse, j'ai fait de la contrebasse. Pour exemple, j'ai été dans un groupe de métal pendant 10 ans. J'ai mis ma discographie pour flexer un peu. Du coup, on a sorti 3 albums en 10 ans. J'ai fait des concerts un peu partout en France, un petit peu en Europe. C'était une expérience très sympathique. Et voilà, très intéressante. Et après, il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la MAO, donc musique assistée par ordinateur, et comment on fait de l'électro, des trucs comme ça. C'est pour essayer de sortir un peu du stéréotype ceux qui font de l'électro et c'est pas des vrais musiciens, ce qui est con. Et ensuite, le Covid a tapé, j'étais enfermé chez moi et là j'ai fait beaucoup de MAO parce que j'étais enfermé chez moi et que c'était très bien. Donc pourquoi je fais cette ruche Cette ruche, je la fais pour plusieurs raisons. En fait, je voulais l'utiliser comme un prérequis à une future ruche que j'ai envie de faire, à savoir essayer de faire un VST. J'explique juste après ce que c'est. Moi-même en Rust, donc en le programmant à la main. C'était un moyen de mêler deux passions, donc que ce soit la musique et la programmation informatique. Donc j'avais vraiment envie de trouver comment je pouvais mêler les deux. Je suis tombé là-dessus et je me suis dit, bon, bah, allez, on va essayer. Et en plus, je me dis que c'est une bonne occasion de faire découvrir un domaine que même si je suppose que tout le monde sait ce que c'est de la musique, c'est intéressant, je trouve, de voir un peu comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi l'ordinateur il fait du bruit et comment il fait du bruit. Donc voilà. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un VST? Pour finir le contexte, VST, du coup, c'est un format qui a été inventé par Steinberg il y a des années, qui a été gardé comme un format, on va dire, classique et utilisé partout. Globalement, ce que c'est un plugin audio. Donc ça va permettre de récupérer des données audio et MIDI et de les transformer en temps réel. Alors du coup, un VST, ça peut faire plein de trucs différents. Ça peut être un instrument. Donc par exemple, si sur mon ordinateur, j'ai une application qui fait du piano, et ben, le VST va s'occuper de récupérer mes infos du style quelle touche j'ai cliqué, et il va le transformer ça en son par rapport à la note que j'ai demandé. Et donc on peut faire ça sur tout type d'instrument. Dans ce cas-là, tous les sons, ils sont calculés et générés par le processeur de l'ordinateur, ou alors ils sont lus directement dans des banques de sons. Et donc ça va permettre de simuler des vrais appareils, voilà. Comme donc que ce soit un piano, un synthé, un sampler, une boîte à rythme, une batterie, tout ce que vous voulez. Deuxième type de VST qu'on peut avoir, c'est des effets audio. Donc là, à l'instar d'une pédale qu'on va brancher sur sa guitare, par exemple, pour avoir de la reverb, donc de l'écho sur notre son, on va pouvoir avoir un VST qui va prendre notre son qu'on lui donne en entrée et va nous sortir le même avec de l'écho, ou avec du délai, de la distorsion, tout ça. Un peu tout ce que vous voulez. Ensuite, ça peut aussi être utilisé pour faire des effets MIDI. Donc le MIDI, j'explique un peu plus tard ce que c'est, mais globalement, pour rester très simple, c'est un format d'information qu'on va donner à notre plugin. Donc, comme je vous disais, par exemple, quelle note on veut jouer, combien de temps on veut la jouer, tout ça. Donc, l'intérêt d'un plugin en MIDI, c'est que par exemple, plutôt que de m'embêter à jouer une arpège ou une mélodie sur mon clavier, je peux lui dire bon bah tu vas prendre une note en entrée et tu vas me faire toute une arpège sur telle gamme dessus. Comme ça, vous appuyez sur un bouton et ça fait tout loulou. Et c'est très bien. Truc de fainéant, mais c'est quand même vachement pratique. Et enfin, il y a quelques plugins de visualisation qui vont permettre de dire bon bah je t'envoie un son en entrée et tu vas me faire une jolie courbe pour me montrer à quoi ça ressemble. Ce qui peut être utile, c'est d'étudier un peu de la musique plus côté théorique ou sur voir à quoi ressemble l'onde, etc. Hop. Donc, ce que j'ai préparé, petit sommaire, je suis parti du principe que je voulais vous montrer un peu toute la grappe
qui se déroule quand on veut créer un signal de musique, donc le générer, le modifier, l'envoyer à notre PC pour qu'il se débrouille avec. Donc j'ai fait quelque chose de très graduel. Ça va être très de surface. J'essaye de vulgariser un maximum tout ce qu'il y a parce que j'ai pas les prétentions de vous faire un cours de digital sound processing parce que je n'ai pas les connaissances pour et j'ai pas les compétences non plus. Mais voilà, je pense que c'est un bon moyen de voir un peu ce que c'est, comprendre globalement comment ça marche et que vous savez pas trop paumer et que si jamais vous avez envie de faire un peu de musique avec un PC, que vous sachiez à peu près ce qu'est fait derrière rapidement. Donc, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est un signal. Tout va partir de là. Comment on le génère, comment est-ce que je peux le modifier, donc que ce soit par des contrôles d'amplitude, comme une enveloppe, des contrôles de fréquence, donc avec des filtres, passe haut et passe bas, par exemple. Ensuite, le format MIDI, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est un Do, donc grosso modo, c'est votre IDE, et le VST en tout ça, comment on le fabrique, etc. Et quelle est la suite de mon idée niveau présentation. Et ensuite, quelques ressources. Et à la fin, on finira par une petite démo pour vous montrer un peu ce que ça donne d'un point de vue sonore. Qu'est-ce que c'est un signal? Donc, j'ai mis un peu de maths. Donc, un signal, c'est une fonction de x qui va partir d'un domaine D jusqu'à un autre domaine C. C'est des maths. Globalement, si vous vous intéressez à toute la physique derrière la musique, c'est beaucoup de physique et de mathématiques et des graphiques et des formules ignobles. Donc globalement, ce que c'est que notre signal sonore, ça va être une fonction de variable qui va être indépendante de différents paramètres. Ça peut être le temps, la position, la distance, etc. Donc globalement, la musique, ça représente la pression de l'air comme une fonction qui va être dépendante du temps et d'un point dans l'espace. Quand vous parlez, vos cordes vocales elles vont s'agiter, elles vont faire vibrer les molécules d'air elles vont vibrer entre elles, ce qui va déplacer la vibration, et c'est ça qui va ensuite donc faire ce bruit. Cette vibration de l'air, une fois qu'elle arrive à vos oreilles, elle va passer dans vos oreilles, le tympan et le cerveau vont analyser ça, et vous allez ressentir un son. L'ordinateur va faire ça à peu près de la même façon. Vous va lui envoyer un signal, il va récupérer ce signal, il va se débrouiller pour le comprendre, et voilà. Donc ce signal peut aussi être généré par ordinateur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est donc des signaux qui vont être similaires à ceux qu'on retrouve dans la nature, donc au niveau du son. Ce signal, on va dire qu'il est discret, parce qu'il est discret dans le temps. Donc en gros, si on a un décalage qui est fait au niveau de notre signal en entrée, et avec un décalage de temps, en sortie de ce signal, le décalage de temps, il va aussi être répercuté. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces signaux, ils vont être linéaires. Donc si je prends 2 entrées de signal quelconque, le résultat de, par exemple, leur addition, va être impacté par cette addition. Exemple très simple, quand je suis dans une salle de concert, ou par exemple un orchestre, si j'ai un violon qui joue, et si j'ai 100 violons qui jouent, les 100 violons, ils vont faire beaucoup plus de bruit. Voilà globalement ce que ça donne et comment ça va marcher. Donc là, ce que je vous ai montré à l'écran, c'est je vais avoir ma courbe donc de mon signal, donc par exemple une belle sinusoïdale. Et ensuite, on va pouvoir la quantifier, quantifier certains points, ce qui va nous donner un petit peu un signal escalier, récupérer ces points donc par sample. Donc on va avoir pour chaque fréquence différents points qui vont être mis là, et on peut ensuite utiliser ça directement, plutôt que de s'embêter à utiliser la courbe en entier, parce que tout va être extrapolé de façon mathématique et linéaire. Comment je vais générer ce signal? Alors, il y a 2 méthodes principales pour générer ce signal. Le générateur, donc quand j'ai mon signal, je veux que mon ordinateur me fasse une sinusoïdale, par exemple, qui va faire bip. On peut soit demander à l'ordinateur de la générer tout seul comme un grand, parce qu'on sait ce que c'est une sinusoïdale et on sait la formule mathématique derrière pour la générer. Le problème, c'est que si je demande à l'ordinateur de me générer en continu un signal, on va avoir des petits problèmes parce que il va continuellement calculer cette sinusoïdale. Et de ce fait, on va avoir des erreurs de calcul qui vont se faire à certains moments. Le problème que ça va donner, c'est que donc mon signal de sortie va y avoir des petits pets dans le son, parce qu'il va à un moment, l'ordinateur va pas réussir à suivre au niveau du calcul.
quand on veut faire de la musique, c'est pas très pratique, surtout si on veut faire quelque chose en temps réel. Si le son part en cacahuète toutes les 2 secondes, c'est absolument pas viable. Donc une autre méthode utilisée, c'est utiliser des tables d'ondes. Donc une table d'onde, c'est globalement une table, donc un petit tableau avec des ondes dedans de différents types. Et ensuite, dès que je vais vouloir avoir une sinusoïdale, je vais dire à mon logiciel, bon bah tiens, tu me récupères cette sinusoïdale et comme ça, tu sais à quoi elle ressemble, tu sais les points qu'il y a dessus, tu peux me générer le son en continu par rapport à ça, vu que tu sais que de toute façon, mon onde, elle va se répéter. Cette table d'onde, donc globalement, ça va être notre graphique avec notre onde sur d'autres dimensions, et on va avoir une troisième dimension qui va être le numéro d'onde. Donc, en numéro 1, une sinusoïdale, la deuxième, on peut mettre un triangle, la troisième, on va mettre un carré, etc. Donc, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est bon. Alors, du coup, à gauche, on a une table d'onde avec les ondes basiques entre guillemets, donc de la sinusoïdale, du triangle, du carré, de la scie. À côté, je vous en ai mis une autre un peu plus violente, où en fait on va avoir beaucoup d'ondes différentes et c'est pas du tout des ondes basiques. L'intérêt de ce truc-là, c'est que on va pouvoir sur certains VST, on va pouvoir utiliser on va pouvoir manipuler cette table d'onde pour lui dire bon bah par exemple tu vas bouger sur la table d'onde en fonction du temps, et c'est avec ça par exemple qu'on fait les gros screech ignobles en dubstep, les trucs qui font voilà. Globalement, en fait, au fil du temps, on va jouer notre note, ça va bouger sur cette table-là, et en même temps, ça va faire des va-et-vient là, donc le son va partir dans tous les sens, et ça va donner des sons un peu bizarres. Donc cette onde, maintenant que je l'ai fabriquée, que je l'ai générée, je peux bien sûr la modifier. Donc on va avoir 2 principales choses sur lesquelles on va pouvoir interagir avec notre onde. Donc je peux déjà modifier son amplitude, donc la force du signal. IE, son volume global, on va dire. Donc pour ça, je peux utiliser un signal de contrôle. Alors ce signal de contrôle, donc il va interagir sur l'amplitude. Il peut provenir aussi de différentes choses. Je peux bien sûr lui faire générer un signal à la main. Je peux utiliser un générateur qui va utiliser une table. Ou bien je peux faire des signaux un peu maison qui vont être extrapolés linéairement. Donc par exemple, c'est un ADSR. Alors un ADSR, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce schéma qui est là. ADSR, c'est l'acronyme de Attack, Decay, Sustain, Release. Globalement, si on veut faire ça simple, quand j'appuie sur la touche de mon clavier, donc ça va être l'attaque. Donc cette première courbe-là, ça va être donc l'attaque, c'est l'amplitude à laquelle mon son va commencer. Si elle commence à 0 et que j'appuie, ça va grimper doucement en son. Si c'est déjà très haut, c'est à l'instant même où j'appuie sur la touche, le signal va être déjà fort. Le decay, c'est donc le point le point maximum auquel va monter mon volume. Ensuite, le sustain, c'est le niveau le plus bas qu'il va pouvoir atteindre après l'impact initial, il va redescendre doucement. Et ensuite, la release, c'est une fois que je lâche ma touche, comment mon son va diminuer. Donc par exemple, si on regarde là, j'appuie sur ma touche, le signal va monter doucement en volume, il va atteindre un pic maximal, ensuite il va redescendre doucement, il va se plaquer donc au niveau de sustain, et ensuite dès que je lâche ma touche, le son va diminuer doucement. Ça fait un peu comme un vrai piano. Votre vrai piano, vous appuyez sur la touche du piano, l'amplitude va arriver vite, et ensuite, le son va se stabiliser, et dès que vous relâchez la note, la corde va arrêter de vibrer doucement, graduellement, et le son va diminuer doucement. Un autre moyen de contrôler ce volume, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un LFO. Alors un LFO, c'est un acronyme pour Low Frequency Oscillator. Donc quand j'ai mon son qui est généré, mon signal va aller très vite. Il va avoir une fréquence assez élevée. Mais du coup, je pourrais lui dire, bon bah tiens, l'amplitude du signal, ça va aussi être une sinusoïde, sauf qu'elle va aller très doucement. Et donc comme ça, comme une sinusoïde. Et le son va faire haut, puis bas, puis haut, puis bas, puis haut, puis bas. Du coup, on va avoir un son un peu comme voilà. Ouais, t'as vu? J'ai pas fait chanteur. Donc voilà, c'est un autre moyen qu'on a de gérer ce son. Et après, donc cette amplitude, on va pouvoir la modifier comme ça pour faire un peu ce qu'on veut avec. Un autre moyen qu'on a de gérer notre signal, c'est de bidouiller plutôt que son amplitude, bidouiller la fréquence. Donc, le signal qui est généré, il va être sur une
une fourchette de fréquences, c'est bon. On va pouvoir lui dire, bon, bah, moi, dans ce cas-là, je veux par exemple que telle fréquence passe, mais qu'une autre passe un peu moins. Donc, pour ça, on va utiliser un filtre. Donc, par exemple, comme vous pouvez voir sur le point de schéma, donc c'est un filtre low pass, donc il va faire laisser passer les fréquences basses. Du coup, notre fréquence, jusqu'à un certain point qu'on va choisir, elle va passer, et ensuite, on va la faire tomber à 0 pour que donc toutes les fréquences au-dessus de ce point ne passent pas. Par exemple, si vous voulez avoir une basse, vous allez couper les fréquences aiguës parce que ça ne nous intéresse pas. Le but à la fin étant d'avoir un son assez équilibré où votre composition sonore globale va avoir un spectre de fréquences propre, donc avec un peu de tout, un peu partout. Vous voulez pas avoir des gros pics d'aigus ou des gros pics de basse parce que ça va rendre quelque chose de très brouillon. Les filtres les plus simples, donc là j'ai mis donc des filtres assez reconnaissables. Donc on a le passe haut, passe bas, tout à gauche. Ensuite, on peut avoir donc bend pass, bend reject, ça va permettre de couper soit un endroit précis, soit aux extrémités. Résonateur et notch, ça va être l'inverse, du coup, sur des fréquences sur des fourchettes de fréquences plus faibles. On va appeler ça des filtres first order parce que globalement, le filtre idéal, il va avoir deux extrémités, sauf qu'on peut pas le calculer parce qu'on va avoir deux extrémités à l'infini et enfin deux côtés qui vont tendre vers l'infini et l'ordinateur peut pas le calculer lui-même. De manière récursive ou non récursive, on peut pas lui dire calcule-moi ça jusqu'à l'infini parce que sinon il va pas vouloir. Donc on va fixer un D0 et on va calculer ça directement. Hop. Ensuite, pour continuer, une fois que j'ai généré mon signal, que je l'ai modifié comme je veux, faut que je dise à mon mais il faudra lui dire quand est-ce qu'il va le jouer. Donc pour ça, on va utiliser un format qui s'appelle le MIDI, qui veut dire Musical Instrument Digital Interface, et ça va permettre de communiquer à ce VST un peu plein d'infos différentes. C'est un format qui existe depuis pas mal d'années et qui a été comme il est relativement bien fait, c'est utilisé partout. Et donc maintenant, si vous regardez, vous voulez acheter un clavier par exemple, en général, il va y avoir une connectique MIDI dessus parce que la majorité des claviers, des synthétiseurs, etc., reconnaissent le MIDI. C'est un peu devenu une norme en fait à ce niveau-là. Donc notre signal MIDI, il va avoir quelques informations dedans. Donc bien sûr, quelle note est pressée. Je vais lui donner une fréquence de note. Le moment où la note elle est pressée et relâchée. Donc globalement, on a 128 notes qui sont répertoriées dans le MIDI. Donc ça va du C, 5e octave en dessous du C de base et ensuite G jusqu'à plus de Fa. Ça fait beaucoup de notes. Ça fait toute la largeur d'un clavier d'un piano qui fait 128 touches. Ça va répertorier la vélocité, donc c'est l'amplitude de la note. Plus je tape fort sur ma note, plus ça va être noté haut, donc entre 0 et 127, 0 étant le plus bas, 127 le plus haut. Et comme ça, mon VST va savoir à quel point j'ai appuyé fort sur ma note, et donc à quel point l'amplitude initiale va être. Ça va vérifier les changements de pression de touche. Forcément, à partir du moment où on va relâcher la touche, moi je veux que mon plugin il sache que j'ai relâché la note et qu'il faut l'arrêter. Ça va aussi regarder les vibratos et les pitch bends. Donc, par exemple, sur un piano ou sur un synthé, vous pouvez avoir un petit bouton sur le côté qui va faire varier la note très légèrement entre deux notes. Ça, il fait ouin, 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 ouin. Donc, c'est lisable par tous les instruments qui sont capables de recevoir du MIDI. Et c'est un format très, très, très pratique. Donc, tout ça, maintenant, j'ai mon signal, j'ai les informations pour l'utiliser. Donc, je vais utiliser un DAW, donc Digital Audio Workstation. Donc, globalement, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu votre IDE de musicien. C'est le logiciel que vous allez utiliser pour faire un peu tout ce que vous voulez. Sur le côté, j'en ai répertorié pas mal, pardon. Il y en a beaucoup sur le marché. Ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients, leurs prix parce que ça coûte cher. Moi, j'utilise essentiellement FL Studio. Voilà, après Ableton, Cubase, GarageBand. Il y a LMMS qui est gratuit open source si vous voulez essayer parce que les licences en général sont à vie mais coûtent relativement cher. Surtout pour essayer. Donc, à quoi ça va ressembler un IDE? On va avoir sur le côté donc un browser donc avec toute la structure de notre projet, tous nos VST qu'on peut avoir, tous nos samples qu'on peut avoir, toute notre banque de sons qu'on peut utiliser. Et ensuite, on va avoir la playlist qui va vraiment être l'écran principal. On va avoir vraiment tous nos morceaux de son qui vont être répertoriés sur des
tracks différentes. Et ensuite, par exemple, je vais me dire, tout en haut, je vais mettre une track où je vais avoir que mes batteries, je vais mettre tous mes morceaux de batterie dessus qui vont se jouer. Ensuite, je vais mettre tout mon piano, puis après toute ma guitare, patati patata. On va avoir un piano roll. Alors, le piano roll, du coup, c'est littéralement une interface MIDI. C'est que plutôt que, si vous ne savez pas faire de piano comme moi, et que vous voulez jouer une mélodie, plutôt que de la jouer au piano avec un clavier MIDI, ce qui demande une certaine dextérité, une certaine connaissance, vous pouvez utiliser un piano roll qui, globalement, en fait, sur le côté, vous allez avoir un piano. Et toutes les notes vont être répertoriées et vous mettez vos notes comme ça, tranquillement. Et puis après, vous appuyez sur play, vous vous rendez compte que ça sonne pas bien. Du coup, vous en décalez certaines pour que ce soit à peu près correct. Vous allez avoir un mixeur, comme son nom l'indique, qui va permettre de regarder chaque track, de leur changer leur volume, de rajouter des effets dessus. Et le channel rack qui permet de vérifier que vous avez tous vos channels qui sont connectés, à quelle partie du mixeur elles vont, mettre des partitions en MIDI dessus pour que le séquençage se fasse toute seule, etc. Donc c'est un peu compliqué à utiliser quand on rentre dedans, mais ça se fait. Enfin, moi, je vous conseille vraiment d'essayer si vous voulez ne serait-ce que bidouiller. C'est un peu, ça fait un peu beaucoup quand on ouvre un DAW pour la première fois, mais c'est un peu quand tu ouvres un IDE pour la première fois, tu sais pas trop où aller, etc. Mais après, il y a une multitude de tutos sur Internet. Et donc le VST dans tout ça, donc comme je le disais, moi mon projet serait de faire un VST en Rust à la main, parce que les VST, il faut savoir qu'en général, ça coûte très cher. Certains ont des licences qui coûtent même plus cher que votre DAW. Et je me dis que ça pourrait être un challenge assez intéressant d'en faire un moi-même. Globalement, je voulais me baser sur Serum, qui est celui que j'utilise le plus, qui est quand même très bas, où il y a beaucoup de choses. Donc déjà, je voulais faire une première étape, c'est faire un noise generator. Un noise generator, globalement, il va vous générer du son, mais en fait, toutes les valeurs de votre signal, elles vont être aléatoires. Du coup, c'est ça qui va faire un bruit blanc, par exemple, quand vous vous trompez de canal sur votre télé, que ça marche peut-être depuis de nos jours, mais quand vous vous trompez sur un canal sur votre télé et qu'il y a de la neige et que ça fait pshhh, c'est du bruit, c'est ce qu'on appelle du bruit. Et en fait, du coup, tout va être aléatoire. Du coup, c'est quand même très simple à générer. Et c'est ce que j'aimerais bien faire pour une prochaine ruche, que ce soit en live coding, soit vous montrer où j'en suis, vous faire une présentation en général dessus, essayer de faire vraiment ce noise generator. Et ensuite, pour aller plus loin, continuer pour essayer de retrouver quelque chose d'un peu similaire. Donc faire un générateur qui va aller regarder sur des tables d'ondes, qui va comprendre ce que c'est le MIDI quand je vais lui dire, je veux jouer un C, tu joues un C. Ensuite, mettre éventuellement pareil dedans directement un générateur d'enveloppe pour vraiment en fait tout avoir sur un seul VST. Alors, on va pas se mentir, ça fait très beaucoup et je ne vais jamais finir ça de ma vie. Mais c'est un projet que j'ai envie d'essayer, ça peut être intéressant. Tac. Donc, j'ai mis quelques ressources dans le PPT. Si jamais ça vous intéresse d'approfondir un peu le sujet. The Scientist and Edges Guide to Digital Signal Processing, c'est ce que j'ai beaucoup utilisé pour me remettre dans le bain parce que ça faisait beaucoup de temps que j'avais pas fait des maths et de la physique. Et en fait, tout est vraiment expliqué bien en profondeur et c'est très intéressant à lire, même si c'est un peu barbare. VCVRAC, c'est un outil que je vais utiliser juste après pour vous faire une petite démo. Globalement, ce que c'est une simulation de synthétiseur modulaire. Alors, un synthé modulaire, ce qui est marrant, en fait, c'est que plutôt que de tout faire sur votre PC ou avec des gros VST qui font tout, c'est qu'en fait, c'est basé sur les synthés modulaires qui sont des petits boîtiers électroniques qu'on connecte avec des câbles électriques. En fait, tout le son va être généré à partir d'un signal électrique, donc qui va juste varier en tension. C'est très intéressant et très ludique à utiliser, mais ça coûte très cher. S'il y a un thème récurrent dans la musique, c'est que tout coûte une blinde. Et du coup, ça permet en fait de simuler tous les modules les plus connus et utilisés sans que vous ayez à dépenser énormément d'argent. Et au moins, voilà, c'est intéressant. Donc, je vais couper la présentation et je vais passer sur l'autre application en démo. Ah, c'est bon, ça marche. Ok. Du coup, ouais, c'est un peu barbare. En fait, c'est plein de petits modules. Donc, il faut imaginer que si vous avez ça en vrai, c'est pareil. C'est des petits modules qui font à peu près cette taille-là. Vous les fixez dans un cabinet, dans une bibliothèque, enfin peu importe. Et vous allez les connecter avec des petits câbles électriques. Pour montrer rapidement ce qu'on va utiliser. Donc, ce module-là, donc c'est ce qu'on appelle un VCO, donc c'est un Voltage Control Oscillator. Donc, ça va nous envoyer un signal, que ce soit, on a différents choix, donc une onde sinusoïdale, triangle, une sawtooth ou un square, qui va être modulable en fonction de la tension, qui va donc nous permettre de bouger sa fréquence en fonction de la tension. Alors, si je vous envoie une onde sinusoïdale,
Hop. Donc on peut la voir là sur la petite. Ouf, ça rame. Sur le scope qui va permettre de visualiser cette onde. Donc on a bien une belle sinusoïde. Bon, alors une sinusoïde, c'est pas beau à écouter. C'est un peu fort. Hein. Voilà. Ça fait une note, c'est bien, c'est drone, c'est incroyable. Hop, on va couper ça. Donc voilà, c'est quand le signal il est brut et qu'il n'est pas modifié de façon jolie, c'est vrai que c'est un peu inaudible. Donc pour vous montrer un peu, je vais dire que donc ça c'est un petit module qui va récupérer une entrée en MIDI et cette entrée en MIDI, il va l'utiliser pour modifier mon signal. La façon dont ça marche, les synthés modulaires, c'est que vous mettez des câbles entre absolument tous les trous et chaque petit trou il va s'occuper d'un truc en particulier. Du coup, par exemple, je vais dire que donc cette partie-là, c'est ce qui va récupérer la note que je vais jouer sur mon clavier. Donc je vais lui dire que ça va moduler, ça rame, ça va moduler, voilà, la note de mon oscillateur. Donc je vais remettre du son, attention les oreilles, voilà, et je peux lui dire bon bah, il y a un délai. Voilà, bon, c'est toujours extrêmement laid. Hop, on va recouper ça. Je vais lui dire, bon, bah, c'est sympa de jouer une note en continu, mais enfin, ça fait pas très piano. Donc là, j'ai ce que vous expliquiez tout à l'heure, donc un ADSR, donc Attack, Decay, Sustain, Release. Ça vous donne cette jolie courbe. En fait, globalement, ce qui est bien avec les ADSR, c'est que vous pouvez mettre ces 4 points, hein, vous pouvez les mettre comme vous voulez, et votre ordinateur va s'occuper de faire la liaison entre chaque point. Donc là, il a une forme assez standard. Donc je vais lui dire que alors cette enveloppe, elle va gérer le volume qui va sortir de mon oscillateur. Et moi, je veux qu'elle soit activée par le fait que j'appuie sur le clavier. Ouais, ça part vite en cacahuète quand on met des câbles partout. Du coup, si j'appuie là, vous voyez que que l'amplitude de mon signal, elle va être un peu différente. Désolé, c'est pas du tout fluide. Du coup, si je remets un peu de volume, alors déjà, magie, ça fait pas de bruit quand on fait rien. Et du coup, oh, j'ai pas, bah alors, ça veut plus. Ah, voilà, bon, c'est toujours moche, mais c'est un peu plus audible. Voilà, ça fait un peu comme un piano. Après, je peux bouger un peu du coup comme je veux. Je veux que ça commence, très bas, mais que ça, non, que ça commence très haut, comme ça c'est bien, et ça va redescendre vachement lentement. Ah, ça y est, l'audio elle déconne. Donc voilà, ça c'est pour montrer ce que c'était un ADSR. Donc comme ça vous permet vraiment de donner une forme à votre signal qui vous convient. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est plutôt utiliser mon ADSR. J'ai pas envie de m'embêter à faire un truc moi-même. Moi, je veux juste que mon signal il monte et qu'il descende en amplitude. Et donc, je vais utiliser un LFO, donc mon Low Frequency Oscillator, qui de la même façon, en fait, va interagir sur le volume de mon onde. Hop, hop. Du coup, déjà, si je le mets, bon, bah, vous voyez que mon volume il monte et il descend. Normalement, c'est un peu plus fluide que ça. Attends, je vais baisser la fréquence. Normalement, c'est un peu mieux. Voilà. Ouais, il manque quelques frames quand même. Et donc voilà, tac, tac, tac. Et si je remets mon volume, donc vous pouvez voir sur le scope d'ailleurs que donc mon signal il monte et il baisse en amplitude. Et si j'augmente ma fréquence, voilà. Donc ça me permet de gérer mon amplitude un peu comme je veux. Bon, après, le problème, c'est que quand on va pas à fond dans la, dans la manipulation du signal et surtout utiliser utiliser une sinusoïde en entrée, comme c'est une onde assez basique, qui n'a pas trop de caractère en soi, globalement, ça restera toujours très moche. Hein. On va pas se mentir, quand vous regardez un piano ou ne serait-ce que d'autres types de générateurs de signaux, les ondes sont un peu plus, comment dire, bordélique et plus, enfin, c'est pas juste une courbe sinusoïdale, quoi. Ça donne un meilleur cachet à votre son. Par exemple, pour montrer rapidement, si je prends un truc qui marche, qui est plus joli. Ouais, voilà. Après, le problème des trucs, c'est que donc ça, c'est vraiment une simulation de tous les plugins qui sont vraiment les plus utilisés en synthé modulaire. C'est très bien parce la majorité sont gratuits. Du coup, si vous voulez bidouiller avec ça, il y en a plein et tout est gratuit pour la plupart. Et donc, si vous prenez hop,
Hop. Par exemple. Hop. Ça donne quoi ça? Déjà, c'est pas voilà, mais ça ressemble déjà plus à quelque chose. Tu vois, tu peux bosser avec ça un petit peu quand même. Tu peux faire quelque chose quoi. Enfin, ouais, c'est mieux qu'une snoozeuse quand même. Enfin, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Je pense que c'est tout pour moi. J'ai été un petit peu vite. Je suis désolé, j'ai pas du tout fait gagner, enfin pas du tout rattrapé l'avance. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais la regarder vite fait sur Teams. Bah, globalement, ça va jamais péter, hein, si tu branches tout à des endroits qui sont pas censés être, mais ça peut donner des trucs inaudibles, quoi. Ouais. Si, comme moi, on connaît rien à la musique, on n'a jamais fait de musique avant, et le seul truc qu'on a fait, c'est de la flûte à bec en quatrième, quoi. Voilà. Est-ce que on peut quand même arriver à se lancer sans y passer 2 ans? Alors, globalement, moi, j'ai jamais fait de solfège. Tu sais, j'ai fait du solfège avec la flûte à bec, j'ai dû en faire en CP parce que je sais pas pourquoi en CP, je voulais faire de la flûte traversière. Du coup, j'ai fait un an de solfège sans avoir touché un instrument. Du coup, j'ai jamais vraiment fait de solfège. Pareil, la guitare, j'ai fait ça sans solfège. Voilà. Et je te dis, moi, la MAO, j'ai commencé, je connaissais rien du tout. Je savais pas ce que c'était un synthé, je savais pas enfin, toute la partie, comment l'onde, elle fonctionne derrière. Moi, je m'y suis intéressé, je pense, 1 an et demi ou 2 après avoir commencé à faire de la MAO. Globalement, c'est pareil, ça utilise des synthétiseurs où tu te dis, bon, bah, faut que je connaisse un peu comment ça marche la musique pour que les notes, elles soient bien entre elles. Bon, déjà, tu peux tout faire à l'oreille. Puis si tu as des fausses notes, c'est pas grave, tu dis que c'est pour faire du jazz. Si c'est pas en rythme aussi. Après, ce qui est vachement sympa en fait, c'est que bah, par exemple, quand tu utilises un Do pour faire ta musique, alors bon, tes accords derrière, tu les fais à la main, c'est cool et tout. Tu vas pas t'embêter à enregistrer une batterie tout le temps, par exemple. Du coup, sur Internet, tu as plein de petits samples en wave où tu vas avoir par exemple un kick de batterie, une cymbale. Du coup, tu te retrouves après avec des bibliothèques énormes sur ton PC où tu as que des sons comme ça. Et tu peux faire pareil avec des suites d'accords, tu peux faire pareil avec des arpèges, avec des voix, etc. Du coup, ensuite, tu n'es même pas obligé de savoir comment faire de la musique avec un synthé. Hein. Tu prends un Do, tu mets tu drag and drop tes petits samples, tu mets ta batterie, tu mets une suite d'accords. Tu en as plein en fait où ils te disent bon bah tiens, tu as une suite d'accords, elle est en mi majeur, c'est très bien, et elle est à tel battement par minute. Tu t'accordes pour que tout soit à peu près dans la même note, que tout soit à peu près au même battement par minute, et tu peux faire ça comme ça en fait. T'as pas, tu peux choper tes connaissances en musique en pratiquant le truc, en partant de rien entre guillemets quoi. C'est faut tenter. Après oui, ça fait beaucoup dès le début dans la tronche quand tu ouvres un truc, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, grave. Non, mais pas du tout. En parlant des modules qui sont déjà built-in, est-ce que tu as des modules qui permettent de jouer sur le ton du son produit, genre pour simuler différents instruments? Oui. Alors, ouais, ça existe. En fait, ce qu'il y a, c'est si tu veux vraiment te baser sur des vrais instruments, ça coûte cher. Toujours. Non, il y a plein d'entreprises qui font vraiment des très très bonnes simulations d'instruments. Alors, t'en as des gratuites et basiques, mais ta trompette, tu sens que c'est pas un instrument en cuivre derrière. Quoi. Dès que tu changes de note rapidement, ça fait un truc un peu chelou. Honnêtement, il y en a qui sont bluffantes. Pour en avoir utilisé pas mal sur les albums sur lesquels j'ai bossé pour avoir un orchestre derrière, mais sans avoir les fonds pour se payer un orchestre. Tu as quand même maintenant des VST, notamment par exemple pour le piano, Arturia qui en ont des très très bons, où tu as vraiment des simulations de piano et d'orgue, du coup tu as toutes les marques, etc., parce qu'ils ont chacun leur petit cachet. Et franchement, c'est assez bluffant. Ouais. Après, c'est comme tout dans la musique, il faut mettre le prix, ou alors il faut les trouver de façon différente sur Internet. Mais il y a quand même des très belles choses qui sont faites niveau vrai instrument. Ouais. Et du coup, tu peux jouer sur le ton, tu peux jouer sur ce que tu veux. Justement, parce que là, tu nous as montré des trucs juste, tu fais jouer sur l'amplitude et la fréquence. Ouais. Est-ce que sans trop te faire chier, tu peux rajouter plusieurs harmoniques sur ton son
Ouais, alors du coup, ouais, là je suis resté très basique. Après, tu peux rajouter tes harmonies, tu as plein de synthés qui le font, de base, de VST qui le font. Après, tu peux même si tu pars d'un. Mettons que plutôt que de m'embêter avec un synthé, j'ai enregistré mon morceau au piano et je vais rajouter des harmoniques. Voilà, du coup, je mets mon sample de piano. Du coup, c'est drag and drop, hop, c'est bien, ça marche très bien. Et ensuite, je peux rajouter des plugins dessus. Et tu as des plugins qui sont très bien, qui te font des harmoniques franchement pas dégueu. Ou alors sinon, si tu veux y aller un peu plus en mode bourrin, tu peux prendre ton sample toi-même et le modifier directement pour faire l'harmonique avec. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux peut-être avoir un résultat un peu mieux. Mais voilà, il y a vraiment plein de. En fait, il faut partir du principe qu'à un moment, tu as un problème. C'est un peu comme, la programmation informatique. À partir du moment où tu as un souci, tu as forcément une librairie qui existe ou un truc comme ça, ou l'équivalent sur Stack Overflow. Mais pour la musique, c'est un peu pareil au final. Sauf que le problème, c'est que en général, pour les IDE, les plugins, c'est pas des librairies gratuites. Voilà. Ça dépend. En fait, il y a tout comme prix. Par exemple, FL Studio, juste le dos. Donc, tu as une version gratuite qui, en vrai, pour commencer, c'est très bien. Hein. Tu n'as pas besoin. Je crois pas que tu puisses enregistrer ton projet, mais si c'est juste pour tester, tu t'en fous. La licence, après, genre basique, elle est à 125 €, un truc comme ça. Et par exemple, Serum, le VST que j'ai présenté, qui est un truc que j'utilise tout le temps, la licence, elle coûte 250 $. Juste pour un truc qui génère des ondes. Ouais, ça coûte une blinde. Après, des plugins, en fait, tu as tous les prix, mais ça monte très 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 haut. Des simulations de piano, comme je disais à Guillaume, par exemple, tu en as qui montent jusqu'à 500 $, et c'est juste un VST, quoi. Et c'est comme tout, après, tu payes le prix parce qu'il y a des années de boulot derrière tout ça. Mais ouais, ça peut coûter très cher. Et les synthés modulaires que je vous montre là, moi, j'ai vraiment envie de m'y mettre parce que je trouve ça vachement marrant, parce qu'en plus, en vrai, tu joues avec des petits câbles et tout, c'est rigolo. Mais un oscillateur, déjà, ça coûte vachement cher. Et là, tu as beau avoir des petits boîtiers, en général, ça tourne entre 200 et 800 $ le petit boîtier. Sachant que si tu veux commencer, il te faut un oscillateur, il te faut quelques trucs pour gérer l'amplitude. Il te faut un petit LFO, un petit ADSR, sinon ça sert à rien. Du coup, tu te retrouves à avoir lâché un ticket de 1500 $ juste pour commencer, alors qu'au plus, au final, j'adore les synthés modulaires. Hein. Globalement, tu fais que des beep boop avec. Enfin, c'est vachement bien pour avoir un truc d'ambiance derrière ou juste pour prendre des petits morceaux, tu enregistres des petits morceaux de ce que tu fais puis tu utilises dans tes chansons après. Ouais, non, pas ça quoi. J'ai pas de. C'est con, j'ai pas pris de. Enfin, c'est pas mon PC de base, j'ai pas pris de trucs que je fais en général, mais. Mais du coup, ouais, c'est. Ouais, tout. Genre, c'est plus, tu dépenses du fric pour te faciliter certains trucs. Question bête, est-ce qu'il y a des instruments qui ne peuvent pas être reproduits sur ordinateur? C'est une bonne question. Je t'avoue que je sais pas du tout. Pour moi, tu peux le reproduire. Après, c'est plus une question de quel niveau va être la fidélité. Parce qu'en soi, tu peux reproduire n'importe quel instrument de façon bête et méchante et qui va être horrible. Mais si je te prends une trompette que je t'enregistre au micro, tous les sons que tu fais avec, et qu'ensuite je lui dis, tu fais ça pour chaque note et t'extrapoles vite fait pour les entre-deux, ça va marcher. Ça va être simulé, ça va être moche, mais en soi, c'est simulé. Après, c'est plus au niveau de la fidélité. Je sais pas s'il y a des trucs qui sont, on va dire, extrêmement trop poussés dans la vraie vie pour qu'on puisse. Tu sais, tu dis que tu l'entends pour te la péter, quoi, mais c'est comme la qualité du signal audio, que ce soit sur Spotify ou en vrai avec un CD, tu vois, tu as une petite différence, mais est-ce que c'est assez important pour. Bref, ouais, voilà, moi j'entends plus rien. Hein. Donc, ouais, c'est plus une histoire d'opinion. Après, je pense que tout peut être simulé. Après, c'est vraiment la fidélité qui va jouer, quoi. Waouh! Ok. Bon, merci beaucoup de votre attention, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas non plus, parce que c'est vachement cool. Putain. Merci. Waouh. Quand tu étais jeune et rebelle, waouh.